Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais attendre encore quelques secondes avant de lancer officiellement ce webinaire, histoire que les participants puissent se connecter. Et ensuite, nous attaquerons. Ok. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter ce webinaire sur la thématique de l'efficacité des réseaux de chauffage hydraulique et l'intervention sur ces réseaux en question. Donc, c'est un webinaire qui va être aujourd'hui animé et réalisé en partenariat entre les deux sociétés Virax et Danfoss. Donc, on a la chance d'avoir Olivier Foinon de chez Virax et Thierry Aubert de chez Danfoss pour vous présenter cette séance. N'hésitez surtout pas durant la session à poser vos questions dans l'onglet questions disponible sur le panneau de contrôle. Nous reviendrons à la fin de la session, à peu près après une vingtaine de minutes de questions, de présentation sur les questions, et on tâchera d'y répondre. Donc, je vais vous laisser maintenant entre les mains des experts. Bon webinaire. Oui, bonjour. Donc je suis. Bonjour. Attendez. Bonjour. Donc oui, je suis Thierry Aubert, donc je suis responsable technique d'Enfos Chauffage et équilibrage. Je vais vous faire une première partie sur tout ce qui est robinet, thermostatique, solutions, enfin tout ce qu'on peut voir en termes de régulation, d'optimisation. Et ensuite, je passerai la main à Olivier, donc de la société Virax, pour une partie sur tout ce qui est gel des canalisations. Donc on va démarrer tout de suite. Donc effectivement, les questions, on pourra les traiter à la fin. Donc vous utilisez l'onglet questions-réponses QR sur la droite. Donc on va regarder déjà assez rapidement, parce que même si la plupart d'entre vous connaissez les robinets thermostatiques, il faut bien voir que ça a une fonction déjà, c'est une fonction de régulation pièce par pièce. Ça veut dire que on a la liberté c'est une notion de confort, de régler les températures comme on souhaite sur une chambre à 17, à 23, à 20, ou voilà. Donc le robinet thermostatique avant tout, c'est une régulation pièce par pièce pour des installations de chauffage à eau chaude, de radiateur. Donc ça, c'est une notion de confort. Une autre question qu'on a assez souvent, c'est que quand on prend des appartements, alors quelquefois une maison individuelle ou des appartements où il y a une chaudière individuelle ou un thermostat d'ambiance, les deux ont deux fonctions de régulation différentes. Le thermostat d'ambiance a plutôt une fonction d'horloge, c'est-à-dire qu'il va gérer des périodes je chauffe pas, d'intermittence, ce qu'on appelle, alors que les robinets thermostatiques, eux, ils vont assurer la température justement dans les périodes d'occupation, de confort. Donc les deux ont un rôle parfaitement complémentaire. L'un ne remplace pas l'autre. Ils ont parfaitement un complément. Donc l'horloge, la programmation pour le thermostat d'ambiance centralisé et la régulation pièce par pièce par les robinets thermostatiques. Évidemment, dans la pièce où il y a le robinet, où il y a le thermostat d'ambiance, on va pas mettre du robinet thermostatique, sinon ça ferait deux régulateurs dans la même pièce. Il faut savoir qu'en termes de législation, bien sûr, tout est favorable à l'installation de robinets thermostatiques, parce que ce sont des appareils qui sont relativement peu onéreux, qui ont une durée de vie de 20, 30, 40 ans quand il s'agit de robinets d'Enfos. Donc c'est pour ça que l'économie engendrée et le coût d'investissement, ce qui fait qu'il y a des retours, ce qu'on appelle les retours sur investissement sur des robinets thermostatiques, c'est relativement bref. Ça peut être 1, 2, 3 ans. En général, c'est 2, 3 ans. Vous avez des opérations de rénovation dans un bâtiment qui sont beaucoup plus onéreuses et le temps de retour sur investissement est beaucoup plus supérieur. Donc c'est pour ça que la réglementation favorise beaucoup ça. Et il y a également des certificats d'économie d'énergie, C2E, qui rentrent en compte lorsqu'on fait des opérations de rénovation sur des bâtiments. Alors, le principe d'un robinet thermostatique, c'est simple. Vous voyez, à gauche, il y a quelque chose, ce sont des apports gratuits, du soleil, par exemple, ou 15 personnes dans une pièce, la température va monter, et à droite, vous devriez voir la tête thermostatique, à l'intérieur, il y a un soufflet, et c'est simplement un phénomène de dilatation. Donc, il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'usure mécanique particulière, il n'y a pas d'engrenage, il n'y a rien, c'est une pure dilatation. Et on le voit ici,
Ce qu'on voit à l'intérieur, ça, ce qu'on voit à gauche, là, bah, c'est un soufflet, c'est un peu comme un accordéon. Et cet accordéon, bien sûr, c'est comme une boîte de conserve, donc quand la température monte, ça vient se comprimer et ça vient donc pousser sur la tige du robinet thermostatique. Donc un robinet thermostatique, c'est pas quelque chose de tout ou rien, c'est quelque chose de modulant. Hein. On va plus ou moins ouvrir le débit, voire fermer s'il fait trop chaud, ou être ouvert complètement en grand lorsqu'il fait très froid. Alors, les têtes d'Enphos ont la particularité, lorsqu'on a inventé le robinet thermostatique, c'est on a utilisé une technologie gaz. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette boîte de conserve, hein, de ce soufflet, ce qu'on appelle, c'est un gaz. Alors, il y a très peu de gaz, hein, c'est une toute petite goutte de gaz liquide et puis c'est tout. Donc, alors que les autres fabrications sont souvent avec des éléments liquides, nous, on est les seuls, d'Enphos, sur le marché à avoir une tête gaz depuis toujours. Voilà, donc nous, on produit nous-mêmes ce qu'on appelle les soufflets. Hein. Les soufflets, c'est ce qu'on voit à l'intérieur sur la coupe. Là, vous voyez un soufflet gaz, donc, qui est rempli d'un gaz, et l'autre, un soufflet qui est rempli d'un liquide. La durée de vie, c'est de 20 à 30 ans. On voit même des robinets d'Enphos de 40, 50 ans. Hein. Donc les deux technologies existent. Bien évidemment, il y a des différences, en particulier, ça va être le temps de réaction. Parce que sur une tête gaz, le temps de réaction est inférieur à 10 minutes. Donc c'est le plus rapide du marché, hein. C'est-à-dire quand il y a du soleil, ça va, le temps de réponse c'est 10 minutes. Alors sur des têtes liquides, on va plutôt être aux alentours de 20 minutes en moyenne. Hein. Il y en a qui font 23, enfin c'est pratiquement le double. Hein. Donc la tête gaz va être beaucoup plus rapide à récupérer les apports gratuits. Chose aussi particulière à une tête gaz, c'est que comme un gaz, ça se dilate plus qu'un liquide. Eh bien la course, donc la levée du clapet va être supérieure. Hein, on voit ici. Ça, c'est la course nominale d'un robinet thermostatique. Il ne faut pas penser qu'un robinet, ça s'ouvre de 2, 3, 4 mm. C'est faux. Hein. Un robinet tête liquide, donc la plupart des fabricants du marché, y compris la tête liquide d'Enphos, on est sur des courses nominales de à peine 0,5 mm. La tête gaz a carrément 50% de course de plus à peu près. Donc on a une course plus importante sur une tête gaz. Plus de levée. Quand je vous disais que les robinets thermostatiques d'Enphos duraient longtemps, là, vous voyez, c'est des photos que j'ai faites dans mes pérégrinations. Ça, je peux vous dire, c'est des têtes. Celle qui est à droite, c'est une tête qui doit avoir 45 ans à peu près. Hein. Donc, en fait, il n'y a pas de phénomène d'usure particulier. Hein. La principale chose que peut craindre un robinet thermostatique ou la tête, c'est en particulier l'aspect élastomère, l'aspect plastique. Là, on voit bien que le plastique a peut-être un peu vieilli. Derrière une baie vitrée avec des UV au soleil pendant plusieurs années, c'est certainement le plastique qui serait un petit peu altéré, mais en aucun cas le robinet thermostatique à l'intérieur. Alors dans les robinets thermostatiques, on voit deux robinets classiques. Hein. Le premier à gauche, au niveau flexion, ce qu'on appelle flexion, donc la résistance à la flexion, on pousse, on appuie ici, on appuie dessus, puis on attend que ça casse. Bon, la résistance à la flexion, elle est supérieure à 75 kg pour la tête classique qui se clipse. Et on a une tête collectivité avec une bague de renfort qui est montée d'usine. Hein, c'est pas une coque qu'on vient rajouter sur une tête classique. C'est vraiment une coque qui est pressée en usine. Et là, il y a une force qui est supérieure à 110 kg. Pour la petite histoire, hein, si vous tapez sur YouTube d'Enphos flexion, vous verrez, je m'amuse à monter sur les têtes et vous verrez à quoi correspond ce test en flexion. Alors, chose importante, quand on parle de collectif, hein, bien sûr, c'est alors équilibrer les débits, on va dire bien répartir les débits. Parce que ce qui se passe à gauche, bien entendu, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est que proche de la chaufferie, vous avez la pompe qui pousse, donc on a suffisamment de pression, on alimente bien les robinets. Et puis les derniers qui n'ont pas assez de pression, il n'y a pas assez de débit, c'est ces gens-là qui vont se plaindre. Ce qu'on veut, c'est bien sûr des radiateurs irrigués de manière uniforme. Donc ça s'appelle la maîtrise des débits, ça s'appelle l'équilibrage. Quand on ne maîtrise pas les débits, là on le voit représenté ici, on voit les premiers radiateurs chauds avec des gros débits. Et puis après, plus ça va, plus le radiateur commence à être chaud, mais avec une partie froide vers le bas. On voit bien que là, les radiateurs sont pas du tout homogènes. Et en l'occurrence, quand on mélange tous ces débits, on a des retours de température relativement élevés, parce qu'on maîtrise pas les débits. Alors que si on maîtrise les débits, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. On va avoir tout de suite un abaissement des températures de retour. Donc ça, c'est tout à fait bénéfique, bien sûr, lorsque vous avez chaudière à condensation ou des packs ou des choses comme ça, où vous cherchez à avoir des retours bas. Donc, les retours bas, vous les aurez nécessairement en maîtrisant les débits, en particulier sur le robinet thermostatique. C'est très facile, les robinets après réglage d'Enphos. Donc là, ce que je vous disais, c'est que sur la condensation, par exemple, vous avez une chaufferie, pour que ça condense, il faut que ça revienne froid. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a des gouttes qui vont se condenser sur la partie froide de cette théière. Donc il faut des surfaces froides qui reviennent à la chaudière, qui se retrouvent dans la chaudière. Donc les surfaces froides, en fait, ils vont être données
par les températures de retour. Donc quand vous investissez dans une chaufferie à condensation, vous avez un certain budget, un certain retour sur investissement, mais au-dessus de 55, il n'y a pas de condensation. Donc ce qu'il faut absolument faire, il faut abaisser les températures de retour des radiateurs, et ça ne peut se faire que en maîtrisant le débit des radiateurs. Si on regarde ce qui se passe sur un radiateur, là vous regardez l'émission d'un radiateur, ou on va dire sa puissance thermique, en fonction de son débit. Et comprenez bien que le débit va être modulé par le robinet thermostatique, c'est l'échelle du bas, qui va ouvrir de 10, 50, 100% et qui donne une certaine puissance. On voit que là, avec une courbe de 70-50, un régime de 70-50, on obtient cette courbe-là. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci si le débit est maîtrisé. Par contre, si le débit n'est même pas maîtrisé, imaginons que vous disiez, ou quelqu'un vous dit, je vais mettre beaucoup plus de débit dans le radiateur parce que ça va chauffer beaucoup plus. Ça, c'est une fausse idée, parce que là, même en doublant le débit, on n'obtient que 15% de puissance supplémentaire. Et ce qui est très très mauvais, c'est plutôt ça, c'est qu'au lieu de revenir à 50, on va revenir à 59. C'est-à-dire que là, température de retour plus élevée et pratiquement plus de condensation. Donc, ce qu'on trouve sur un robinet thermostatique, on a un coude de réglage et un robinet thermostatique. Le coude de réglage, il faut l'oublier, dans le sens où sur un coude de réglage, vous savez pas trop ce que vous faites. Vous réglez un certain nombre de tours à l'aveugle. Et si on compare un petit peu le passage qu'il y a là-dedans, en termes de débit, ça ça équivaut à un demi-tour pratiquement. On serait en mesure de passer une capacité de 2000 watts. C'est-à-dire qu'aller chercher un radiateur qui fait 800 watts, le T serait à peine ouvert d'un quart de tour. Donc, ne perdez pas de temps à aller régler des T de réglage. On a gardé le nom T de réglage, mais en fait, on va plus du tout régler le débit là-dessus. C'est beaucoup trop compliqué. On va utiliser tout simplement sur un robinet après réglage la bague. Alors, sur les robinets, il y a une bague que l'on tire, on a des positions, alors on peut régler aussi les demi-positions. Là, si je me mets entre 2 et 3, j'aurai quelque chose qui sera à peu près 1000 watts en limitation de puissance, puisqu'on va limiter le débit. Regardez ce qui se passe sur un radiateur. Donc j'ai mis un robinet classique en diamètre 15 sur un radiateur de 1000 watts, ça fait 57 litres par heure. 70-55, c'est le régime de température. Le débit nominal est de 57 litres par heure. Si je prends un robinet d'Enphos qui sort de sa boîte, il est sur réglage N. Et sur réglage N, on va dire que c'est une grosse capacité, là on va dire qu'il n'est pas pré-réglé puisqu'il sort de sa boîte. Là vous avez 230 litres par heure au lieu d'avoir 57. Et vous avez une température de retour de 66 degrés, donc un delta T de 4 degrés sur le radiateur. Si on dit, tiens, je vais regarder sur la boîte ce qu'a indiqué d'Enphos, donc on va le mettre sur 2,5 degrés, 2,5 position. Là, on se retrouve tout de suite avec une limitation de débit à 60 litres par heure. La puissance, vous voyez, elle n'a pas tellement évolué, on est passé de 1130 à 1050 watts. Par contre, l'impact direct, immédiat, c'est surtout sur la température de retour. Donc notez bien que lorsque vous bridez ce pré-réglage, ou lorsque vous bridez un T de réglage, quel qu'il soit, vous n'allez pas tellement agir sur la puissance du radiateur, mais surtout sur les températures de retour. Voilà, ça c'est essentiel. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le met sur les boîtes. Vous voyez, là, si on a une chute de 15, qui est très très courant en France, une chute de 15, c'est un petit tableau qui est sur la boîte, et ça permet donc à l'installateur, ou bureau d'études, peu importe, de dire, ouais, tiens, ce robinet-là, si j'ai 800 watts, je vais le régler à 2,5, voire 3 en tous les cas, mais en tous les cas, ce sera bien mieux, bien plus bénéfique que de le laisser sur N. L'encoche, puisqu'on a une bague de pré-réglage avec des petits chiffres, l'encoche, elle est toujours dans l'axe de la douille. Donc si c'est un corps équerre, on regarde toujours l'axe de la douille et on va trouver le repère de réglage. Il existe aussi des applications, une application smartphone qui permet d'aller, en fonction de la taille du robinet, du radiateur ou de la surface en mètres carrés de la pièce, d'aller estimer le pré-réglage du radiateur. Donc ça, vous pouvez aller sur toutes les applications Android ou iPhone, installer app d'Enphos et vous allez avoir ce genre d'outil. Donc la tête d'Enphos, c'est quelque chose qui se clipse. Le pré-réglage, donc vous avez dit, là qui est à droite, il va être en fait caché, il va être masqué par le montage de la tête. Donc même s'ils vont aller bidouiller le T de réglage qui n'a pas été réglé, on s'en fiche royalement puisque le débit va être maîtrisé à cet endroit-là. Avec des robinets manuels, une installation ancienne assez courante, on s'aperçoit qu'une chaufferie à condensation qui aura été rénovée, on ne va pas avoir le gain escompté parce que ça va condenser très peu. Par contre, dès l'instant qu'on met des robinets thermostatiques et qui seront bien sûr réglés, on va récupérer tout de suite un gain sur la condensation très très important, colossal. Alors sur les robinets aussi bien RADV que RAIN, vous voyez ce sont des coupes. On a à l'intérieur ce qu'on appelle un mécanisme
anti-grippage, donc ça fait depuis les années 90, donc c'est que un enfin pas un élastomère, c'est un matériau de synthèse, qu'on appelle un PPS. Ça permet tout grippage, donc le grippage, vous vous souvenez, enfin pour ceux qui savent, c'est lorsque le robinet reste fermé longtemps ou lorsqu'une vanne reste fermée longtemps, quelle qu'elle soit. Le grippage, c'est lorsqu'on va la réouvrir au mois de septembre ou octobre, lorsqu'on démarre le chauffage, elle s'ouvre pas. Donc ça, quels que soient les fabricants, tous ont été confrontés plus ou moins à des phénomènes de grippage sur les qualités d'eau, des choses comme ça. Nous, ça fait depuis très longtemps qu'on a opté pour un mécanisme en matériaux de synthèse. On peut tout à fait éventuellement, en termes de service, changer le mécanisme qui est tout à fait à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire même si vous avez un ancien corps d'Enphos et vous souhaitez pas changer le corps en lui-même, vous pouvez changer le mécanisme. C'est tout à fait possible. Alors, pour changer le mécanisme, soit vous le faites en installation vidangée, auquel cas vous vidangez toute l'installation ou la colonne ou la branche, et vous utilisez des outils relativement simples et c'est relativement rapide, et vous mettez le nouvel insert. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait une intervention avec installation en charge. Vidanger, pardon. Et puis l'autre solution, c'est installation en charge. C'est un outil, bien sûr, qui est un petit peu plus volumineux. Alors, bien sûr, on va pas mettre là 2-3 minutes pour changer l'insert parce qu'il faut mettre le mécanisme en place. Mais ça veut dire, ça ouvre la possibilité, avec une installation en charge en plein hiver, d'intervenir uniquement sur un radiateur pour changer le mécanisme, donc tout à fait sans vidanger l'installation étant toujours en pression. Donc voilà cette partie-là, mais il y a une autre solution, et c'est ce dont va vous parler Olivier, donc de la société Virax, avec un système de gel de canalisation. Je te passe la main, Olivier. Merci Thierry. Donc oui, donc moi je suis Olivier, expert technique au sein de la société Virax, et donc pour poursuivre la présentation de Thierry, je vais vous parler donc du Siberia, qui est une solution Virax justement pour intervenir sur les réseaux de chauffage et sanitaire. Donc on va tout d'abord parler donc des tubes présents dans une installation, les différents types d'interventions que rencontre un plombier chauffagiste, et donc pour répondre aux types d'intervention, différents types d'interventions, on a la solution Virax qui sera le congélateur Virax Siberia. Donc dans une installation, donc on a plusieurs natures de tubes, à commencer par le tube cuivre, le tube acier galvanisé, donc pour le sanitaire, et l'acier noir dédié au chauffage, au transport de gaz, tube multicouche et tube PER, donc là, destination donc plomberie et chauffage. Un plombier chauffagiste va intervenir donc pour différentes raisons, à commencer donc soit pour réparer une fuite, pour remplacer un robinet de radiateur, une vanne, un robinet de lavabo, un robinet de puisage. Pour remplacer un radiateur, et toutes ces interventions-là, donc il y en a d'autres, mais en tout cas ce qui concerne ces interventions-là, on doit toujours, ça nécessite en fait une coupure d'eau, ce qui n'est pas forcément du coup ce qui est une contrainte. Parmi ces contraintes, donc on en a plusieurs, à commencer sur certaines installations, soit on n'a pas de vanne de coupure ou de vidange, soit on n'a pas de vanne, ou alors elle y est mais pas du tout accessible. Autre contrainte qui est assez importante, c'est le temps. En général, on manque de temps. Et c'est aussi, on doit, dans certains cas, en fait, on est obligé de condamner l'alimentation d'un logement ou même de plusieurs logements. Donc ça, c'est vraiment contraignant pour les habitants d'un immeuble, par exemple. Pour répondre à ces contraintes, donc la solution Virax, c'est le congélateur électrique Siberia. Donc, comme son nom l'indique, donc c'est un congélateur qui va permettre de geler les tubes de nature acier galvanisé ou acier noir de diamètre 1/8 à 2 pouces, ou alors de nature cuivre du diamètre 10 à 54 mm. Donc là, on parle uniquement de l'acier galvanisé, l'acier noir et le cuivre. Toutes les matières plastiques sont à proscrire. Voilà, donc là on est sur des matières plastiques. Le congélateur, en fait, pour les endommager, donc voilà, c'est à proscrire uniquement pour le tube cuivre, acier galvanisé et acier noir. Le fonctionnement du Siberia, donc en fait c'est un congélateur, donc qui va fonctionner, donc il y a un groupe froid comme un congélateur. Dans ce groupe froid, on a un gaz qui est du R290. Donc là on est sur un gaz qui est naturel, c'est du propane, et qui est en faible quantité. Là, on a une contenance de 55 grammes, ce qui est équivalent à 2 briquets.
Son fonctionnement, donc là, comme je disais, c'est le fonctionnement d'un congélateur. Donc on a, sous ce schéma-là, donc on a notre compresseur qui va augmenter la pression et la température. Le fluide, donc à haute température, à haute pression, donc va condenser pour ensuite continuer sa course via un détendeur. Donc là, la pression et la température vont chuter. Donc très fortement, donc on va avoir des températures négatives. Ça va atterrir dans l'évaporateur pour ensuite continuer sa course. Lorsqu'on est à l'évaporateur, donc là on va le voir juste après, le Siberia est composé de pinces avec des liaisons. Là, le raccordement des liaisons, on va atteindre des températures de moins 15 à moins 20 degrés. Pour le raccordement du Siberia, donc là on a notre Siberia avec notre groupe froid, nos liaisons et nos deux pinces. On peut voir aussi qu'il y a des adaptateurs. Ces adaptateurs-là, donc là, ça va s'appliquer en fonction du diamètre de l'installation. Et on a une petite patte thermoconductrice. Cette patte-là, en fait, elle va favoriser et accélérer la congélation. Donc on va l'appliquer entre chaque adaptateur jusqu'au tuyau. Donc, fortement conseillé d'utiliser la patte. Une fois qu'on a appliqué la patte et qu'on a mis les adaptateurs en fonction du diamètre, on va pouvoir, par la vis de serrage qui est intégrée à la pince, donc qui est également un thermomètre, on va pouvoir donc serrer la pince sur le tuyau. Une fois que c'est fixé sur le tuyau, là on peut mettre en marche le Siberia. On a un autre exemple aussi, donc là on est sur un système d'installation avec des radiateurs. Donc soit on peut utiliser, comme disait Thierry, donc un appareil qui permet de remplacer un robinet sur une installation en charge. Là, si jamais je dois remplacer uniquement le radiateur, si on prend l'exemple du radiateur en bas à droite, si je reprends les contraintes, donc le manque de temps, j'ai pas de vanne de vidange à proximité. Là, si je veux remplacer uniquement le radiateur en bas à droite, c'est possible avec le Siberia. On a certaines conditions à respecter. Dans un premier temps, il ne faut pas qu'il y ait de circulation sur l'installation. Donc, il faut que la pompe soit vraiment hors service, il faut qu'elle soit éteinte. Là, sinon, je ne vais pas avoir de congélation, ou la congélation se fera très très lentement, donc voire pas du tout. Deuxième critère donc, à respecter, c'est il faut qu'il y ait une absence, en fait, il ne faut pas qu'il y ait de présence d'antigel dans l'installation, hein, comme son nom l'indique. Antigel, ça ne va pas du tout être compatible avec le Siberia. Là, la congélation ne se fera pas du tout. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'antigel dans l'installation et aussi qu'il n'y ait pas de peinture contenant du plomb. Le plomb, en fait, va servir d'isolant, donc là, je n'aurai pas du tout de congélation. Une fois que ces deux critères-là sont appliqués, j'ai plus qu'à raccorder mes pinces donc sur l'installation, sur le départ et le retour, en serrant, comme je disais tout à l'heure, avec la vis de serrage. Une fois que je le mets en route, là après j'ai un temps qui va être indiqué en fonction de mon diamètre et de la nature de mon tube, je vais avoir un temps à respecter. Ça c'est fourni avec l'appareil. Si jamais je veux utiliser encore plus simplement le Siberia, c'est possible avec l'application qui est compatible avec Android ou alors iOS, l'application Siberia, qui nous permet en fait en fonction de la nature du tube et du diamètre de connaître le temps. Donc là j'ai un chronomètre qui va s'afficher et une fois que le compte à rebours est arrivé, là je sais que je peux travailler sur avec mon Siberia. Je vais travailler sur l'installation. On a aussi donc la vidéo qui est présente sur notre page YouTube que je peux vous inviter à voir et qu'on peut regarder aussi dès maintenant. Donc j'ai passé la main à Clément qui va pouvoir donc vous passer un extrait de la vidéo. Alors, je pense que la vidéo doit être lancée. Vous pouvez y avoir accès via le Media Player.
Voilà, donc là, vous avez pu voir donc la vidéo sur le Siberia. Donc voilà, le gros avantage, hein, j'insiste, c'est que vraiment on est sur plusieurs logements, hein, si on est sur du collectif, c'est une solution qui est très intéressante. Ça permet d'éviter de condamner l'installation pour tous les logements et surtout c'est très rapide. Là, si je prends l'exemple là, sur un diamètre de 22 mm, ça congèle en un temps de 12 minutes, donc c'est assez rapide. Et pendant que justement que mon Siberia est en fonctionnement, je peux travailler librement sur mon installation. Donc voilà, donc maintenant c'est le tour aux questions, donc n'hésitez pas avec Thierry, on est là pour vous répondre. Tu as le micro éteint, Thierry. C'est vrai, j'ai le micro éteint. J'étais en train de dire qu'on était là en vrai. Voilà, donc avec Olivier pour répondre à vos questions que vous pouvez poser dans l'onglet Q&R. Merci Clément, c'est mieux avec le micro. Un peu. Alors, questions-réponses. Voilà, comme vous avez vu une belle vidéo, une des belles vidéos de la société Virax présentée par Olivier. Bon, c'est vrai que des vidéos, j'imagine qu'il y en a plein sur le site Virax. Il y en a également plein sur le site d'Enfos, hein, des vidéos de présentation, d'explication, des webinaires, bien sûr, puisque là, on en a fait depuis un certain temps. Mais vous avez tout à fait intérêt à avoir des choses, enfin, loisir et intérêt à avoir des choses sur les sites, parce qu'il y a plein de choses pratiques, théoriques, mais pour tout public. C'est-à-dire que ça peut aussi bien être pour des bureaux d'études que pour des entreprises. Hein. Je pense que c'est un petit peu pareil que tes outils, Olivier, que tu dois avoir sur ton site. Mm. Alors, est-ce qu'on voit des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est que c'est extrêmement clair. Ça doit être ça. De toute façon, s'il n'y a pas de questions, nous, on a plein de réponses. N'est-ce pas? C'est vrai. Ah, c'est pas une question, c'est un commentaire de Sébastien. Sébastien RAS. Belle présentation de vos produits que nous utilisons d'autant plus dans la société. Mais donc, on ne sait pas si c'est du Virax ou du Danfoss que Sébastien utilise. Mais merci. Tu ne peux pas faire jaloux, je pense. Voilà. Très diplomate. Alors, Gabriel Jantel, sur les radiateurs les plus loin de la chaudière, devons-nous laisser le thermostat en position N? Alors déjà, enfin, c'est plutôt le corps, c'est ce que vous voulez dire simplement, donc le
pré-réglage du corps. Non, il faut vraiment le régler sur la position adéquate en fonction de la puissance. Et vous avez plus vous réglez vos radiateurs en partant de la chaudière en limitant les débits, plus vous envoyez de la pression au bout de réseau et plus il sera irrigué. Donc non, il n'y a aucune justification à le laisser sur N. Un radiateur de 800 watts, 900 watts, donc vous avez vu sur les petites courbes, vous mettez entre 2 et 3, vous aurez tout grand bénéfice à le faire. Donc la réponse est non, on va le mettre sur la réalité, c'est qu'on voit encore beaucoup d'installateurs, alors que le robinet après réglage existe depuis pratiquement 20 ans, mais on a beaucoup de nos installateurs qui ignorent ça, ils n'ont pas vu qu'il y avait une blague, donc beaucoup d'installations sont avec les robinets sur N. Bon, il y a un effet immédiat lorsqu'on le règle, c'est encore une fois pas sur la température, la puissance du radiateur, mais surtout sur la température de retour vers la production. Alors, une question de Mohamed. Pour le retour de la température, on peut expliquer rapidement leur rôle pour la température de retour? Je pense que c'est une question pour moi, Olivier, t'en conviens? Oui, je pense, ouais. Ouais, ok. Pour le retour de température. Ouais, je pense que c'est... Attends, on parle de la température de retour, plutôt? On parle de la température de retour ou le retour de température? Pour le retour de température... Ouais, je pense que c'est ça. Est-ce que là... Est-ce que je suis sur la bonne slide, là? Non. Si, je suis dessus, là. Ouais, bon, ça sauf qu'on voit pas bien. Pourquoi ça marche pas? Présenter. Là, je veux ça. Oh, j'arrive pas à voir ce que je veux, là. Pourquoi j'arrive pas? J'ai ma slide, mais je peux pas la faire défiler. C'est quel numéro, Thierry? Là, numéro 21. Très bien. C'est toi qui as fait ça, Olivier, merci beaucoup. Ouais. Oui, là, vraiment, ce qu'il faut noter, encore une fois, si je prends un radiateur de 1000 watts, son débit théorique avec une chute de 15, c'est 57 litres par heure. Si je le laisse sur N, vous avez une certaine pression, et là, j'ai considéré une pression sur le robinet qui est la même, c'est 1 mètre de colonne d'eau, c'est 10 kPa. Dans un robinet sur N, vous avez 230 litres par heure qui vont passer. Donc, très très peu de surpuissance. Au lieu de 1000 watts, on fait 1130 watts. Par contre, comme elle passe très vite, on ressort très chaud. On le voit ici, il est 66. Dès l'instant qu'on bride le débit, alors évidemment, je vous ai dit, on pourrait le faire sur le T de réglage, mais c'est beaucoup trop long et vous ne savez pas trop ce que vous faites. On va donc le régler sur la bague du RAIN. Là, on a mis un réglage 2,5. L'impact immédiat, c'est que la température de retour, là, elle est carrément abaissée de 10 degrés. Et, cependant, néanmoins, on n'a pratiquement pas bougé la puissance du radiateur. Par contre, on a tout de suite diminué le débit, donc on a diminué le delta T. Donc, et ça, c'est aussi une explication qu'il faut donner souvent en collectif, les gens, lorsqu'on met des robinets thermostatiques et lorsqu'on a la bonne chute de température, la remarque principale, vont vous dire, bah oui, mais moi, ça chauffe plus en bas, et c'est chaud en haut. Et ben, c'est le fonctionnement justement normal d'un robinet thermostatique. La plage de température, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de demandes, le radiateur est assez chaud jusqu'en bas, normalement à 10 degrés de moins, mais quand ça commence la température à augmenter, vous allez avoir pratiquement que le haut du radiateur qui est chaud. Et quand ça bouge, ça veut donc bien sûr dire que ça fonctionne parfaitement. Donc encore une fois, la température de retour, c'est simplement en limitant le débit, et c'est pas compliqué du tout avec un robinet après réglage, puisqu'on le marque sur les boîtes. Donc là, on a une question de Romain Pyrrhus. Merci Romain Pyrrhus pour cette question qui demande à quelle distance sur tube doit-on installer le Siberia pour intervention. Donc là, pour cette question-là, je pense qu'en fait, on est sur le cas, par exemple, je prends l'exemple d'une fuite sur un tuyau d'eau froide. Donc là, on est vraiment sur un tuyau de plomberie eau froide. Sur un seul tuyau, je dois réparer une fuite. Donc je vais mettre une pince de chaque côté et au milieu, je vais avoir ma fuite à réparer. La distance entre les deux pinces, elle doit être de minimum 1 mètre entre chaque pince. Si on est sur le cas donc d'un réseau de chauffage, là il n'y a pas de distance à respecter dans le sens où j'ai mon départ et mon retour. Donc là je suis sur deux colonnes différentes. Alors, je vois une question, je pense que c'est pour moi. Gabriel Jantel, sur mes T d'entrée. Les T d'entrée, j'ai des chiffres de 1 à 9, il est réglé à 9 par défaut. Alors,
Est-ce que ça veut dire que c'est une espèce de vanne d'équilibrage à l'entrée d'un logement, d'un appartement? Enfin, j'imagine que c'est ça. Bah, s'il est sur neuf, réglé par défaut sur neuf. Si c'est un organe d'équilibrage manuel, comme une vanne d'équilibrage statique manuel, sur neuf, en gros, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation de débit. Donc c'est comme s'il sortait de la boîte, quoi. Donc c'est dommage. Alors c'est pour ça qu'il y a des méthodes quand on parle de performance, d'équilibrage et maîtrise des débits. Il y a la question de dire tiens, je vais essayer de maîtriser mon débit, mais il y a d'autres manières de vérifier si le débit est bon de manière indirecte, c'est de mesurer le delta T. Vous apercevez que sur une installation en plein hiver, vous avez des colonnes ou des appartements où le delta T, il est que 2, 4, 5 degrés, et puis d'autres très éloignés où le delta T, il est de 15. Manifestement, vous avez les premiers appartements sont sur débit. Donc, il y aura intérêt à brider ces premiers éléments. Mais c'est vrai que la méthode de delta T, c'est une méthode qui permet indirectement de vérifier le débit final. Au niveau du c'est au niveau du thermostat. Bah, quels sont ces chiffres? Alors, Gabriel, de 1 à 9, il est réglé à 9. C'est peut-être pas du Danfoss. En tous les cas, enfin, je dirais, quelle que soit la marque, hein, si vous êtes au réglage maxi, c'est-à-dire qu'il a pratiquement pas de limitation de débit. Donc, il n'y a pas ce garde-fou qui permet. Pourquoi c'est un garde-fou? Parce que quand vous avez un robinet thermostatique, les gens vont dire, tiens, j'ai la position 3, 4, 5 sur le robinet thermostatique, sur la tête. Donc là, on parle de température. 3, c'est à peu près 19 degrés. Ils vont dire, tiens, je vais mettre sur 5 pour avoir 28 degrés. Sauf que si vous avez derrière réglé le corps, la limitation sur le corps, même en réglant à fond, il n'y aura jamais les 28 degrés. Donc ça veut dire que de pré-régler le débit, c'est vraiment un garde-fou très intéressant pour se prémunir de ce que peut faire l'utilisateur final ou l'occupant ou le particulier. Donc n'oubliez pas confondre le réglage du thermostat, c'est un réglage de température, et les réglages sur le corps, qui est un réglage de débit. Le réglage de débit, c'est un garde-fou, c'est le delta T. Le réglage de température, c'est plutôt en fonction de l'ambiance. Et là aussi, on peut mettre des butées en réglage de température. Si vous voulez pas dans des logements, on va dire locatifs, où que les gens dépassent 21, il y a des têtes, nous avons des têtes qui sont bloquées à 21 degrés, par exemple. Même sur des têtes normales, il y a toujours des butées. Sauf que celles qui sont livrées à 21 degrés, c'est plus rapide à installer. Sinon, il faut les régler manuellement une à une. Donc, chez le particulier, ça se fait en maison individuelle, mais en collectif, on a des têtes qui sont déjà limitées en température. Donc, vous voyez bien ces deux choses. Température, limitation, c'est sur la tête, et limitation du débit, c'est sur le corps, et là, c'est un impact direct sur la température de retour. Thierry, Franck, quel choix de fonctionnement pour la pompe de circulation? Si vous parlez de pompe à circulation à vitesse variable, bon, de toute façon, normalement, c'est obligatoire depuis 2013. Vous aurez le plus simple, quand vous savez pas, vous mettez une pompe à variation de vitesse avec une HMT constante. La HMT constante, c'est ce qui vous donne une delta P constante, quelle que soit la charge du réseau. Donc, vous avez le débit qui va varier en fonction des robinets et la pompe qui va s'adapter. Quand les robinets vont se fermer, comme la pression a tendance à augmenter, la pompe va réduire sa vitesse, donc elle va décélérer, donc il y aura une économie d'énergie. C'est le plus simple et c'est ce qui fonctionnera toujours, la HMT constante. Après, vous pouvez aller chercher des pouillèmes d'économie d'énergie en électrique, bien sûr, en optant pour des réglages proportionnels ou auto-adaptatifs. Mais quand vous savez pas, la HMT constant, c'est ce qui marche toujours. Et d'ailleurs, j'avais fait un webinaire sur la variation de vitesse. Donc, je vous ai dit, allez voir sur nos chaînes de YouTube. J'avais fait un webinaire justement sur la variation de vitesse, donc en particulier pour les installations importantes de chaud ou de froid, enfin de chauffage et clim, c'est la même chose en réseau, en circuit fermé. Avons-nous d'autres questions? Thierry Franck nous remercie. Merci Thierry Franck de la question. Bernard Davy nous remercie, enfin nous dit bravo. Bravo à vous, merci. Merci. Il y a une question pour toi, Olivier.
Oui, 15. un Romain qui repose une question. Y a-t-il un entretien à faire sur le Siberia? Il n'y a pas d'entretien périodique. Par contre, il y a un entretien, enfin, en tout cas, des choses à respecter à l'utilisation en fait du Siberia. Il est important à chaque fin d'intervention, c'est de bien j'éteins mon Siberia, je vais ranger mes outils, j'en profite justement pour mettre les pinces frigorigènes, les mettre en hauteur pour que le fluide vraiment redescende bien au niveau du groupe froid. Ça, c'est très important. Sinon, bon, c'est pas très grave en soi, mais c'est surtout que si jamais je dois intervenir encore avec le Siberia plus tard, il se peut que j'ai du givre qui se forme ou que la congélation se fasse plus lentement que prévu. Donc là, c'est important de bien respecter ça. Sinon, il n'y a pas d'entretien. Ce qu'on propose, nous, avec notre service après-vente, c'est un forfait réparation. Donc, on a un forfait réparation on va déposer notre Siberia chez le distributeur qui propose notre marque. Il se charge du coup d'envoyer le produit à notre SAV pour un forfait. Donc un certain montant, mais en tout cas sur ce forfait-là, on fait la révision complète. Donc on vérifie le gaz, l'état du Siberia, c'est des choses à remplacer. Donc voilà, ça c'est pris en charge par notre SAV. Ok. On a bien dépassé, on a bien dépassé le temps. Non, on a eu le temps des questions, c'est ce qui est très bien. Pas d'autres questions? Non, je n'en vois pas. Ok, de toute façon, donc merci à vous, au nom d'Enfos en ce qui me concerne. Donc n'oubliez pas, donc allez sur le site, faites d'Enfos YouTube chauffage ou encore une fois d'Enfos flexion, des choses comme ça. Vous allez tomber sur des chaînes certainement, ce qu'on appelle des chaînes YouTube. Et là vous avez tout un tas de vidéos fort intéressantes. Et puis il y a même des clubs, mais ça vous savez, vous pouvez vous inscrire pour avoir des nouvelles, des choses comme ça. Olivier, pour ta part, ça doit être un peu pareil, je pense. Oui, c'est un peu pareil, tout à fait. On a toujours donc notre page YouTube, on est présent aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur les newsletters, c'est pour suivre un petit peu l'actualité Virax. Voilà, donc sinon, je suis là avec mon collègue, on est présent donc pour répondre à toutes vos demandes, que ce soit technique sur les produits, puis éclater les pièces détachées. On est là avec plaisir. Eh bien, merci à vous, merci d'avoir consacré 45 minutes à nous écouter, à échanger. Puis n'hésitez pas encore une fois, vous pourrez toujours poser des questions, j'imagine, par email. Elles seront répondues de manière peut-être plus précise, encore une fois. Mais merci Olivier. Merci à vous, merci Thierry. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.